Hello everyone, thanks for joining us for this edition of the Midday Balinga Newscast on Équinoxe Television. The first part of the news in the French language with you, Nadine Yabo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Après le grave accident de la circulation qui a coûté la vie à 12 personnes sur l'axe Bafoussam-Fumbot dans la région de l'Ouest Cameroun, le retrait de la carte grise du véhicule incriminé ainsi que le retrait du permis de conduire du chauffeur présumé coupable vont-ils résoudre l'épineux problème du transport clandestin au Cameroun et la recrudescence des comportements à risque? Le ministre des Transports a donc choisi ces sanctions comme première mesure conservatoire. Ernest Massenanga le BBE exhorte ses consommateurs à mettre un accent sur intensifier la lutte sur l'insécurité routière. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Sengue à Cyril. Le sang a encore coulé sur les routes camerounaises le week-end dernier. Pour cause, 2 accidents de la circulation ont coûté la vie à plusieurs personnes. D'après les analyses du ministère des Transports, le premier accident survenu samedi 8 août à 13h sur l'axe Kumbaboya dans la région du sud-ouest serait dû à une collision frontale entre 2 véhicules de transport de personnes de marque Toyota Hiace. La collision entre les 2 véhicules, dont l'un immatriculé SW284BB et l'autre SW849AX, a fait 2 morts et 31 blessés. Le second accident, survenu dimanche 9 août autour de 6h du matin sur l'axe Bafoussam-Fumbot dans la région de l'Ouest, implique un véhicule de marque Toyota Dina 300, immatriculé NW0953F, affecté au transport de marchandises. Selon le ministère des Transports, le véhicule appartenant à Ngor Albert était conduit par Nembot Calvin qui effectuait de manière clandestine le transport périurbain. Sur les 80 passagers hors cabine, 12 sont décédés tandis que 60 sont blessés graves. Tirant les leçons de cette conduite dans des conditions hasardeuses, le ministre des Transports décide du retrait de la carte grise afférente au véhicule pour exercice de transport clandestin. Jean-Ernest Massenangale Bibehe décide également du retrait du permis de conduire et de l'interdiction de Nembot Calvin de se présenter à un examen de permis de conduire pour une durée de 5 ans pour violation grave et manifeste de la réglementation en vigueur. Le ministre des Transports rappelle que ce sont des mesures conservatoires en attendant les résultats de l'enquête qui permettront de sanctionner les coupables conformément à la loi. Autre feuilleton macabre, c'est ce cauchemar vécu par une famille ayant partagé un repas auquel a été associée la sardine et après donc ce supplément dégusté entre le père et ses 2 enfants. Une scène tragique s'est produite. Les enfants, victimes de graves douleurs, sont morts sur le chemin de l'hôpital. Une situation insurmontable pour les membres de cette famille. Le récit est fait avec Claude Eukwa et Eric Fopoussi. Dans la grande cour des Mandingues, au quartier Pécadis, au lieu dit foyer Onkam, la famille est sans voix face à ce qui lui arrive. La mort de 2 enfants, Sabrina 10 ans et Monty 8 ans, décédés en matinée dans une clinique de Douala. Selon des proches de la famille, les 2 gosses seraient morts d'intoxication alimentaire. Apparemment, tout ce monde ne vit pas ici, les enfants auraient consommé peut-être le riz sauté avec de la sardine. Bon, aux alentours de 17h. C'était quand ça? Hier, la journée d'hier, aux alentours de 17h. Vers 21h, la fille a commencé à faire un malaise, c'est-à-dire elle s'est sentie faible et faisait du vomi. Au premier symptôme, la petite Sabrina et le petit Monty ont été transportés à l'hôpital. Et bon, arrivé, le médecin a tantôt, il lui a fait des injections pour essayer d'arrêter les selles. Ma seconde grande soeur, celle qui est la mère des enfants, elle m'a appelé, elle me dit je suis à la clinique des merveilles avec les enfants. Monty vient de décéder. Sabine, elle est sous oxygène, donc vient seulement.
Lorsque je suis arrivé à la clinique, j'ai trouvé que Sabine aussi venait tout juste de décéder. Face à ce qui s'apparente à un mystère, une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de Sabrina et Monty. Ce n'est pas la première fois que les membres d'une famille décèdent dans des circonstances troubles après avoir consommé un repas. Ce fut le cas au quartier Mboko-Plage et Newbel il y a quelques mois. Et dans le département du Noun, évoquons à présent cette insécurité grandissante. Un gang de malfrats spécialisé dans le vol de voitures vient d'être démantelé du côté de Fumbot. L'opération a également permis de retrouver 4 véhicules volés. L'opération a donc été menée par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Fumban. Mama Soufone et Julien Guignondi. Vaste réseau de vol de voitures démantelé dans l'arrondissement de Fumbot, département du Noun. Ces 4 véhicules ont été retrouvés dans un parking à Koptamo après une enquête de la compagnie de gendarmerie de Fumban. Les véhicules auraient été conduits ici par ce gang de présumés hors la loi. Il s'agit de Ndjikoussa Pouamoun Suleiman, 27 ans, Yaya Ousseini, 33 ans, Payang Ibrahim, 36 ans, présenté comme un gang de malfrats. Les victimes témoignent. Dans la nuit du 28 juillet, j'ai été victime. Je rentre du service à 22h. J'ai appelé mon fils, mon premier fils. Il a ouvert la barre, j'ai compris son cri. Oui. Il me retourne, j'ai trouvé 2 bandits. Ils étaient armés avec les armes. Ils m'ont demandé de l'argent. J'ai sorti 110 000 dans mon véhicule donné. Ils ont amené par ma voiture. J'ai payé toute la famille. Après la brigade de Fumbo. La brigade de Fumbo est venue. Je suis allé décharger l'arachide. Magasin de Fumbo. 23h30, j'ai pris la route pour rentrer vers la chambre froide de Fumbo. On m'a pris en route. Il y avait 5 personnes. On m'a pris 10 000 francs, 30 000 francs, le téléphone et la voiture. Ils étaient au nombre de 5. Une chasse à l'homme sera lancée une fois que les éléments de la compagnie seront informés. Nous avons mis sur pied une stratégie qui nous a permis de prendre rendez-vous avec ces vendeurs. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, l'embuscade qui a été tendue permettra d'interpeller les nommés Yaya Ousseini et Ndjikoussa Pouamoun, qui n'ont pas justifié la légitimité de cette voiture. Et après avoir reçu une seconde victime, nous constatons qu'il s'agit d'un vaste réseau de braqueurs spécialisés dans le vol à main armée des voitures. De là alors commence une véritable trappe qui nous a d'ailleurs permis aujourd'hui, comme vous le voyez si bien, de récupérer les 4 véhicules qui sont garés en face. Le grand banditisme prend de l'ampleur dans cette partie du terroir. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité disent toute leur détermination à tordre le cou au phénomène. Et dans ce journal, évoquons à présent ce mouvement d'humeur à la mairie de Yaoundé 6e où les activités sont paralysées depuis hier en raison de la grogne du personnel. En colère, ils s'insurgent contre le non-paiement de 6 mois de salaire et d'indemnité dû au maire et ses adjoints pendant que les agents communaux broient du noir. La nomination d'un receveur municipal tâte à la tête doit être effective sous fond de désaccord au sommet de l'État. Le reportage de Marcelin Gonsop. Dès le portail principal, le reporter est renseigné sur les malheurs du personnel et de l'exécutif municipal de Yaoundé 6. 6 mois sans salaire, ni indemnité, alors que c'est l'argent qui manque le moins. Nous étions dans l'embarras parce qu'il n'y avait pas relais d'information. On ne savait pas si c'était le receveur qui était assis sur nos salaires ou si c'était notre patron, le maire. C'est dernièrement qu'on s'est rendu compte que c'est juste parce qu'il avait des problèmes avec le receveur municipal. Nous avions demandé que pour nous quoi là-dedans. À l'époque, on était à 3 mois. Et on s'en rend compte qu'au 6e mois, on n'a toujours rien. Nous avions donc bloqué les portes ce matin pour que soit on nous donne un receveur municipal ou que le maire paye nos salaires. Ce n'est pas un problème de disponibilité de ressources. D'ailleurs, la commune de Yaoundé 6 n'a jamais été aussi liquide, si vous me permettez l'expression. C'est un problème d'ordre administratif, c'est loin d'être un problème de ressources. En fait, le maire de Yaoundé 6 et l'ancien receveur municipal n'étaient pas en odeur de sainteté.
Le receveur, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 5 octobre 2019, n'a été finalement remplacé que le 6 juillet dernier. Mais voici que plus d'un mois après, le nouveau receveur municipal n'a toujours pas pris fonction. Ce qui empêche la passation, c'est un problème juridico-administratif. Je pense qu'il n'est pas à mon niveau. Je préfère que ceux qui ont cette responsabilité règlent le problème à leur niveau. Nous, on a fait ce que nous devions faire et nous attendons. La vérité est que le ministre de la décentralisation et son collègue des finances n'accordent pas leur violon sur la nomination du receveur municipal, bien que la loi portant code général de la décentralisation ait fixé clairement les règles du jeu. Du coup, l'arrêté signé par Georges Elanga Obam le 6 juillet dernier reste dans les tiroirs pendant que le personnel communal tire le diable par la queue. Comment comprendre qu'une mairie ne fonctionne pas pendant 6 mois et qu'on soit en décentralisation? Est-ce qu'on va continuer d'avoir des situations comme celle-ci dans toutes les mairies du Cameroun? On a lancé la décentralisation. Il faudrait bien que la fonction publique locale soit mise sur pied. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs tout le temps au Cameroun. C'est fatigué d'attendre la fin de cette guerre juridico-administrative que le personnel est entré en grève, bloquant l'entrée principale de la mairie qui donne également à la sous-préfecture. Il a fallu d'âpres négociations conduites par le sous-préfet de Yaoundé 6, appuyé par la brigade de gendarmerie de Biémassi et le commissariat de sécurité publique du 9e pour que les barricades soient levées, sans pour autant apaiser les tensions. Il y a eu certes ce mouvement ce matin, mais le personnel a repris du service, même si c'est le service minimum, je peux le reconnaître. D'ailleurs, c'est comme ça que la mairie fonctionne depuis un bon bout de temps. Vous imaginez une administration comme la nôtre, sans un poste comptable qui fonctionne. Lorsque nous quittions la mairie, une réunion de crise commençait à peine entre le sous-préfet, le chef de l'exécutif municipal et un conseiller technique dépêché par le ministre de la décentralisation. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et dans le sud Cameroun, la gestion des revenus communautaires crée de vives tensions au village Akak. Dans la région du sud, le sous-préfet de Campo y est descendu vendredi dernier pour faire libérer la voie publique et la superviser. L'Assemblée générale est fortement contestée dans le village au siège logique. La scène a tourné à virer en affrontement. D'autres précisions avec Joseph Abonnez. Ce n'est pas la joie ici au village Akak, dans l'arrondissement de Campo, limitrophe à la Guinée équatoriale. Ici, la route impose un parcours du combattant. Corona, on espère pas, non, c'est pas Corona qui a bloqué la route, c'est pas Corona qui a bloqué la route. On espère qu'on veut qu'on nous arrête la route. On dit que la route est déjà goudronnée depuis là les papiers, mais la route est toujours comme ça. Voilà les frais qui sont en train de venir, c'est tellement hyper gâté. Merci. Ce vendredi 7 août, la barrière est intacte et impose le respect à ce véhicule du corps administratif. Le chef de ce village, Akak, Sa Majesté Irène Evina, s'est installé à un jet de pierre de la barrière. Il n'a même pas demandé à savoir où se trouve le chef lundi. Dès qu'il est arrivé, il commence à gronder. Est-ce que vous savez que c'est la roue de l'État? Ceci, cela. Allez, enlevez-moi la barrière là. Les engins, allez, dégagez cet engin-ci. L'engin qui est là était placé là-bas derrière. C'est venu jusqu'à vouloir écraser les gens. Nous sommes tombés en route comme vous avez vu là. Et je lui ai dit, même tes gendarmes là, même toi-même, vous ne m'intimidez pas. Et vous n'êtes pas mes supérieurs, vous êtes mes collaborateurs. Je suis dans mon territoire, je suis dans mon patrimoine. J'ai toutes mes richesses, mais pourquoi je n'arrive pas à bénéficier de ces richesses avec mes populations? Les gens viennent, ils puisent, ils s'en vont. Ils puisent, ils s'en vont et ils viennent nous cracher dessus. Et moi j'en ai marre de ça, je suis fatigué de ça. J'ai dit la récréation est terminée. À quelques 500 mètres de là, se déroule une assemblée générale et l'ancien délégué contesté par le chef est porté en triomphe pour un autre mandat. Les travaux qui se déroulent sous le regard du sous-préfet de Campo montrent bien qu'il existe ici des tensions. Et monsieur le sous-préfet s'en explique. Divergence de point de vue, oui.
Je préfère, n'est-ce pas, qu'on parle beaucoup plus d'incompréhension. Incompréhension dans la mesure où logique, n'est-ce pas, qui avait été géré par l'ancien bureau, était arrivé à terme de son mandat. Cependant, il y avait beaucoup d'aléas qui n'ont pas permis à ceux qu'on puisse véritablement tenir une assemblée générale. Non seulement le retard dans l'exploitation, le retard dans le paiement, puis le Covid-19. Lorsque le sous-préfet ordonne la libération de la voie publique, la tension monte d'un cran et c'est la bagarre générale. Affaiblis par la supériorité numérique, les contestataires se muent en bouclier humain. Une scène que le sous-préfet qualifie de théâtre. C'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Parce qu'il a perdu 1 250 000, il n'a même pas pu acheter une seule paire de babouches de 250 francs. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Au-delà des problèmes que pose la gestion des revenus communautaires au développement local, il y a cet épineux problème des pouvoirs traditionnels face à l'administration coloniale. Moi, je suis chef traditionnel. Je suis ancré dans mes traditions, dans ma culture, la culture de mes ancêtres. Mes ancêtres m'ont préparé pour ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, personne ne m'intimide. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Tv. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. After investing millions of francs CFA for the construction of a tomato processing firm in the Nun Division West region of Cameroon, that structure has now become a shadow of itself as it has been abandoned at the mercy of grass. Machikan Gabriel tells us about the deplorable state of that structure. The Tomato Transformation Company Nun, West region of Cameroon, is in ruins. The company, created in 1987 by a cooperative of 16,000 farmers in collaboration with the Ministry of Agriculture, has now been abandoned. Due to its current state, several equipment have been rendered obsolete. Its filling station, the tractor used to transport tomatoes, cars, and even the machine in the company are now useless. The closure of this tomato transformation company has rendered more than 80 persons unemployed, and they are now begging on government to reopen the factory. Since its closure, we are down and unemployed. We beg the state to reopen the company. L'État de nous faire sacrifice sur la réouverture de la scan. The industry, according to reports, usually produced 400 tons of tomatoes a day when it was still functional. The company, after paying the arrears of its workers in 1999, shut down on grounds that, apart from transporting the transformed tomatoes, it also used it as a means to transport hard drugs. Stay in the Nun Division West region of Cameroon, where 3 suspected armed bandits specialized in the theft of vehicles have been apprehended by the National Gendarmerie of Fumban in the West region of Cameroon. Details in this report. Musa Puamun, 27-year-old, Yaya Hosseini, 33-year-old, and Payang Ibrahim, 36-year-old, have fallen in the dragnet of law enforcement officers. The armed bandits specialized in the theft of vehicles in the Nun Division, West region of Cameroon, were recently intercepted in possession of 4 stolen vehicles parked in a garage in Kwoptamo. One of the car owners explains how his car was stolen.
dans la nuit du 28 juillet. On the 28th of July 2020, I was robbed by two armed bandits while I was entering my compound. They made away with my vehicle and a sum of 100,000 francs CFA. I later informed the forces of law and order. Jupta Puiseido, the second car owner, says, while returning home after transporting granites to Malade, he was robbed by 5 armed bandits. His vehicle, the sum of 30,000 francs CFA, and his phone were seized. After investigation carried out by elements of the National Gendarmerie in Fumban, the 3 armed bandits were apprehended. Dans le cas d'espèce, dans la matinée du 30 juillet 2020, we received an order from a hierarchy to launch an investigation on the theft of cars in our area. On the 30th of July 2020, some officers were sent to the field pretending to be car buyers in order to track down the bandits. Qu'aux environs de 23 heures, l'embuscade qui a été tendue permettra. Captain Dawanga Siraye urges youths to abstain from such criminal activities in order to stay out of trouble. He promises to continue the search in order to put an end to insecurity in the Noon Division. We now talk the Anglophone crisis. Many schools in the northwest and southwest regions of Cameroon have remained closed due to the socio-political crisis rocking both regions. And in order to revamp the education sector, the Ndop Council in the Gokitunja Division, northwest region of Cameroon, has taken measures so schools can effectively resume come 2020-2021 academic year. Details with Bustela in Bamenda. Ndop is one of the divisional headquarters of the Northwest region, badly affected by the socio-political and security crises. Ndop, like elsewhere in Gokitunja division, has witnessed economic and social repression. As the crisis is prolonged, the situation is deteriorating, with institutions barely functioning. The population is still being harassed. There's kidnapping still going on. They just recently kidnapped one of my deputy mayor. Right away, we are talking. My relatives are still at their keeping, and the level of the market collection is very, very poor because the population going through series of intimidation. We are unable to generate income because the separatists have set a fear on the population, but we are on our way talking, educating the population that the authority is not in the bush, the authority is in the hands of the administration. It is also reported that gun battles are a regular occurrence, causing the youths to flee in search for a better future anywhere out of the conflict zones. This has affected the education sector, as less than 1/4 of the school-going population attended school in the last academic year. Worried by this new trend, councillors of the Ndop Council during their midterm evaluation meeting resolved to work towards getting pupils and students resume school for the 2020-2021 academic year. We will not like that. We should have a municipality with children who are not educated. So we have all taken it as a resolution that we are going to put a common basket fund beginning from this up to the school so that we support our children to be educated. And in this same light, I am pleading and begging all my elites, every son and daughter of the municipality. That was Stella reporting from the northwest region of Cameroon. We continue with the ongoing Anglophone crisis, addressing members of the African Nations Department of the United Nations Congress. Tibor Nach, U.S. Secretary of State in charge of African Affairs, indicates that the presidential plan for the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon is a misplaced priority. According to him, it's being dictated by the Yaoundé government. He says
he says everybody is supposed to put in effort in order that the reconstruction be done with the consent of all Cameroonians. And according to Professor Elvis Ngolengole, Cameroonians do not understand the meaning of what he said. Take a listen in this report. Ngolengole, political scientist and close aide of President Paul Biya, regrets some Cameroonians misunderstood statements of Thibault Nash, the U.S. diplomat, the destiny of Anglophones be allowed in their hands to mean granting the former Southern Cameroon's independence demanded by separatists. What I understand is that whatever form the political organization, the form of state, a confederation, a federation, or a unitary system of government, the form of democracy takes in Cameroon, it should be one in which the people of the Northwest and Southwest, who are people with a particular specific history and culture from the rest of the country should be one in which they, in particular and specifically, feel like someone else does not impose or does not hijack their way of life, their way of thinking on them. But again, this is what democracy does, and in particular, the decentralization policy. The demand for confederation and a federal system of government by some politicians in Cameroon to be a step towards quenching the socio-political tensions in the country, according to Professor Ngolengole Elvis, cannot work. In a confederation, the people constitute themselves into territorial units which are organized and function as if they are sovereign units, and we do not allow for an effective central authority. That's what a confederation is, and that is why confederations are not the most popular form of government. A federation is one that Cameroon tried for about 11 years, from 1961 to 1972, and did not work. Cameroonians themselves, in their sovereignty and their freedom, rejected a federation after 11 years. There were different reasons given for that, but federations are not common in Africa. Regarding the reconstruction and development plan initiated for the Northwest and Southwest regions, the political scientist affirms possibility of realizing this project amid ongoing gun battles. Yes. Reconstruction can go on in every or any context where it is useful, necessary, and the people expect it. People expect it because people cannot continue to live and see hopelessness, destruction, fear for their lives as a daily menu. No, the military's presence is a normal, classical phenomenon which goes along with statehood. To him, doubts should not crown this plan. We hope that the reconstruction initiative and policy that has been recommended by the Major National Dialogue and accepted and is beginning to be implemented by the President of the Republic should be seen in optimistic, positive terms, and should not be seen as a policy or an initiative of convenience or political sloganeering. No, this is not what it is. It should be seen as being something real, positive, useful, and necessary. For society to be a better place, Professor Elvis Ngolengole suggests each and every one be the brother's keeper. And that report by Innocent Azer ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadiambo, have a blessed day. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.